Je me suis rendu compte que Amnesty International, c'était des choses très très concrètes qui se basaient sur un socle très robuste. C'était le droit international. D'abord le droit international des droits humains, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme qui reconnaît à chaque être humain une trentaine de droits, dont nous allons fêter les 75 ans le 10 décembre de cette année. Et puis la deuxième branche du droit sur lequel nous nous appuyons, c'est le droit international humanitaire, c'est les conventions de Genève, c'est le droit de la guerre. Et vous avez sans doute vu ces jours-ci qu'on se bat pour le respect du droit international humanitaire à Gaza ou en Israël, parce que c'est vraiment des atrocités sans nom qui sont commises à l'égard des civils, et ce sont des crimes de guerre, et il faut vraiment rendre justice aux victimes et aux proches des victimes. Alors je suis tombé finalement sur Amnesty, j'ai été accueilli dans le groupe de Villeurbanne qui est à côté de Lyon. Et puis après, pour des raisons professionnelles, j'ai été muté en région parisienne, et donc j'ai intégré le groupe de Melun, c'est à peu près 50 km au sud de Paris, et j'ai intégré également une commission bénévole au secrétariat national d'Amnesty France, qui traitait des personnes exilées, notamment des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et puis je suis resté là à peu près une dizaine d'années. Puis je me suis présenté au conseil d'administration en 2018, vice-président en 2020 et président en 2022. Voilà. Mais c'est vraiment le parcours d'un militant de base en fait. Oui, bon. Vous avez dit que c'était impressionnant, il le présente toujours très bien. Et en tant que président aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien? Alors mon quotidien, c'est d'abord d'essayer d'animer une équipe de 130 000 personnes en France. Nous sommes 130 000 militants cartés, qui payent une cotisation. Et nous avons beaucoup de gens qui militent seuls, qui militent devant leur ordinateur, qui signent des pétitions en ligne, qui se documentent en ligne. Et puis nous avons également à peu près entre 4 000 et 5 000 personnes qui ont choisi de militer collectivement. Donc on a 250 groupes locaux, un petit peu partout en France, sauf on couvre tous les départements, sauf un, c'est le département de Lyon. Est-ce qu'il y a des gens de Lyon ici? Eh ben, c'est pas demain de la veille qu'on va améliorer les choses. Et puis donc on tient beaucoup à ces 250 groupes locaux. Et puis nous avons également 200 antennes jeunes qui sont installées dans des lycées, dans des universités, dans des grandes écoles. Et c'est l'avenir de notre mouvement qui se travaille. Et donc notre force militante, c'est 130 000 personnes, mais l'ossature de cette force militante, c'est les structures locales, les groupes locaux ou les antennes jeunes, qui ont des tâches qui sont essentielles pour nous. C'est l'EDH, éducation aux droits humains, c'est-à-dire que ces personnes, les militants de terrain, vont dans les lycées, dans les collèges pour rappeler aux enfants, pour informer les enfants de l'importance du respect des droits humains dans la société d'aujourd'hui. Il y a également une activité très importante, c'est le plaidoyer local, c'est d'aller contacter son député, son sénateur, quand il y a des lois qui ne nous conviennent pas, on voudrait faire modifier. Et là, ça va être un travail qui nous porte au nez à partir de début novembre, avec ce projet de loi Asile-Immigration, qui va encore fragiliser la situation des personnes migrantes. Nous avons également la déclinaison au cours de soirées débats, autour de pièces de théâtre, autour de films, la sensibilisation du grand public à ce qui se passe, aux violations des droits humains un petit peu partout dans le monde. Donc voilà ça. Et puis les groupes locaux, ils ont pour mission aussi de suivre des prisonniers d'opinion ou des communautés en danger sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur plusieurs années jusqu'à la libération de la personne. Ils écrivent aux autorités, ils écrivent à la famille, ils écrivent aux prisonniers. Et chaque fois que, par chance, on arrive à faire libérer un prisonnier, chaque fois, ce prisonnier dit « mais continuez Amnesty, continuez Amnesty ». On est plusieurs à suivre, à avoir ce genre d'action, mais chaque fois ils disent « continuez, continuez, continuez ». Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça nous fait sur le plan moral, parce qu'on voit qu'il y a des gens partout dans le monde qui ont un œil sur nous et ça nous réconforte. Au moins on n'est pas oublié, parce que le pire dans les cas de violation des droits humains, c'est d'oublier les prisonniers, parce qu'ils sont torturés, ils sont exécutés et personne n'est au courant. Donc il faut vraiment avoir l'œil sur eux. Et puis la deuxième chose qu'il dit, c'est que vous nous protégez. Parce que quand le directeur de la prison reçoit des sacs entiers de courriers qui viennent de partout dans le monde, ils se disent « oulala, lui, il faut peut-être pas trop le torturer parce que ça doit être quelqu'un d'important ». Donc ça protège également les prisonniers. Donc ils nous disent surtout « continuez, continuez, continuez à nous écrire ». Voilà un peu la tâche
de la structure locale. Alors ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est animer le réseau, notre force militante. Parce que nous sommes avant tout une ONG militante. On fait bouger, l'idée de démarrage d'Amnesty International, c'est de faire bouger les décideurs, qu'ils soient décideurs politiques ou qu'ils soient décideurs économiques, en s'appuyant sur l'opinion publique. C'est ça l'idée de démarrage d'Amnesty. Et puis la deuxième tâche qui me prend beaucoup de temps, c'est le porte-parole, c'est-à-dire sur les médias, c'est faire des tables rondes comme aujourd'hui ou des conférences. C'est important de diffuser. Les médias sont mauvais. Les médias sont mauvais. Les médias sont pas tous, en tout cas, nous, il faut nos positions, il ne faut pas les garder pour nous-mêmes, il faut les partager avec le plus grand nombre, pour que le plus grand nombre soit mobilisé autour de ces points qui nous paraissent essentiels. Il y a également une grosse activité de plaidoyer, c'est-à-dire rencontrer les ministres, rencontrer les gouvernements, rencontrer les parlementaires, rencontrer les ambassadeurs pour leur expliquer la situation des droits humains dans leur pays d'affectation. Ça, c'est quelque chose de très très important. Et puis enfin, c'est de veiller à ce que réunir les moyens suffisants pour que les personnes d'Amnesty France puissent mener les campagnes, mener les actions qui leur sont dédiées par le mouvement au niveau international. Voilà un peu ce que je dois faire, Thomas. Une vie de passionné, pour des sujets de passionné. Oui, tout à fait. Et concernant ces sujets, il y a le sujet des droits humains dont je parle tout à l'heure. À côté, il y a un terme qui me revient, c'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence qu'il y a entre ces deux termes-là? Aucune différence. Aucune. C'est-à-dire que nous, Amnesty, on peut parler de droits humains pour être inclusif, parce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on parle de tous les droits de la personne humaine, en fait. Mais c'est vrai que dans les textes internationaux, et on se base sur les textes internationaux, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais dans notre esprit, c'est les droits humains, quoi. On n'écarte pas les femmes, c'est vraiment... donc c'est la même chose, mais nous, on préfère parler de droits humains plutôt que de parler de droits de l'homme, même si les droits internationaux parlent de droits de l'homme. Et ces droits, comment est-ce qu'ils sont protégés sur le plan international aujourd'hui? Ah ben, ils sont mal protégés. Le texte, notre socle, notre texte de référence, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'est passé une chose après la Deuxième Guerre mondiale, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la création à San Francisco de l'ONU. Et le premier travail confié à l'ONU, c'est d'écrire la charte des droits fondamentaux. Parce qu'à un moment donné, juste après la Deuxième Guerre mondiale, juste après Auschwitz, juste après Hiroshima, juste après les bombardements, les populations civiles, les gens se sont dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on mette un petit peu d'ordre, ça ne peut pas retrouver, on ne peut pas repartir sur de telles atrocités. Et il y a eu un très court moment dans l'histoire où tout était possible. Et l'ONU a confié donc, à un certain nombre de rédacteurs, ils étaient 9. Il y avait Pierre Cassin pour la France, il y avait Eleanor Roosevelt pour les États-Unis, qui ont eu en charge d'écrire une déclaration universelle des droits de l'homme. Et par cette déclaration, donc, qui a été déclarée à Chaillot, à Paris en 1948, tous les États s'engagent à promouvoir et à reconnaître à chaque personne un certain nombre de droits, à peu près une trentaine de droits. Il y a les droits civils et politiques, le droit d'expression, le droit de manifestation, le droit de religion, de ne pas en avoir, la liberté de participer à la vie de mon pays. Et puis il y a le deuxième bloc, c'est le bloc des droits économiques, sociaux et culturels. C'est le droit à l'éducation, c'est le droit à la santé, c'est le droit à une vie digne, c'est le droit au loisir. Et ça, c'est vraiment ce socle qui nous permet de faire levier pour revendiquer toutes les améliorations qu'il faut pour faire bouger les lignes, pour que ces droits soient réellement respectés un petit peu partout dans le monde, ce qui est loin d'être le cas. Donc voilà notre texte. Et puis de ce texte, de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, a découlé tout un tas de conventions et de traités internationaux qui précisent certains aspects de cette déclaration. Il y a une convention pour le droit d'asile, pour les réfugiés, c'est la convention de Genève de 1951. Il y a la convention contre la torture, il y a la convention contre les disparitions forcées, il y a le traité sur le commerce des armes qui précise, qui rend contraignant ce qui a été mis dans cette déclaration, qui n'est plus une déclaration incantatoire. Donc toutes ces conventions viennent pour préciser ce qu'il y a dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qu'on peut dire,
on peut dire deux choses finalement. On peut dire que tout le corpus juridique existe. Tous les textes existent pour que les États respectent les droits humains. Mais il n'y a plus qu'à faire, si on peut dire. Il n'y a plus qu'à mettre en effectif la réalisation effective de ces droits qui seront intégrés dans tous ces textes. Et c'est notre boulot, nous, avec d'autres associations, de veiller à ce que ces textes soient respectés de façon effective dans chaque pays. Et on est loin du compte. Et puis la deuxième chose qu'on peut dire, c'est que depuis 1948, il y a des nouveaux droits qui ont émergé et qui ne sont pas écrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est notamment le droit à un environnement sain. Ce n'était pas une préoccupation pour les rédacteurs de 1948. Il y a aussi tous les droits qui sont liés à la bioéthique, les enfants intersexes, les changements de sexe, toutes ces choses-là n'étaient pas un sujet de préoccupation à l'époque. Et puis il y a tout ce qui est lié au numérique et droits humains, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et droits humains. Et le travail, nous, des années à venir, des décennies à venir, ça va être justement de légiférer un peu sur tout, pour protéger toute l'émergence de ces nouveaux droits pour qu'ils soient véritablement inscrits dans le droit international. Donc on ne peut pas se contenter de ce qui se passe, de ce qui a été listé en 1948, il faut qu'on veille également à protéger les nouveaux droits qui émergent, et ça c'est notre travail pour les années à venir. Merci Jean-Claude. Les individus, les acteurs non étatiques aujourd'hui, parce que là, depuis tout à l'heure, tu nous parles des États qui sont liés par le droit, mais les acteurs qui ne sont non étatiques, comment est-ce qu'on fait pour les contraindre? Comment est-ce qu'on fait pour leur demander de respecter le droit humain? Alors il y a une loi, alors parmi les agents non étatiques, on peut prendre l'exemple des entreprises par exemple. Et les entreprises, il y a en France, j'allais dire pour une fois, parce que j'ai un mauvais esprit, mais pour une fois, il y a une loi qui nous a mis en avance par rapport aux autres pays, c'est la loi sur le devoir de vigilance des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une loi en France qui rend responsable les entreprises de toute la chaîne logistique. Les entreprises françaises doivent être vigilantes sur le respect des droits humains et sur le respect du droit à l'environnement, du premier sous-traitant jusqu'à la mise à disposition sur le marché du produit. Et cette loi est fondamentale parce que ça permet de poursuivre en justice des entreprises qui ne seraient pas vigilantes sur le respect des droits humains et sur le respect du droit à l'environnement. Et l'exemple, nous avons ouvert un contentieux contre Casino. Vous connaissez Casino, l'entreprise de distribution, parce qu'on s'est rendu compte, document à l'appui, qu'au Brésil, parce que Casino est très importante en France, mais également très importante au Brésil. C'est un des premiers distributeurs brésiliens, et on s'est rendu compte qu'ils commercialisaient de la viande bovine qui avait pâturé dans des pâturages illégaux, c'est-à-dire brûler une partie de l'Amazonie, planter de l'herbe et faire pâturer des bovins. Et ça, c'est illégal. Et nous avons ouvert un contentieux pour poursuivre Casino pour qu'il renonce à commercialiser de la viande issue de pâturages qui sont complètement illégaux. Voilà un petit peu le travail que nous faisons à l'égard des entreprises. Nous avons également ouvert un contentieux contre Total que nous avons perdu, mais pour non-respect de ses obligations à diminuer son empreinte carbone et son impact sur le changement climatique. Donc on fait ce genre on a aussi ouvert plusieurs contentieux contre les fabricants d'armes français et européens parce qu'ils vendent des armes à des pays qui les utilisent contre des populations civiles, ce qui est interdit par le commerce sur le traité sur le commerce des armes, parce qu'on se rend complice de crimes de guerre. Donc ça aussi, on a ouvert un contentieux. Donc via le contentieux, on arrive à contraindre les entreprises à respecter le droit et les droits de l'homme. Et puis il y a une autre catégorie d'agents non étatiques, c'est les groupes armés non étatiques justement. Et là, on est en plein dedans avec le Hamas, qui n'est pas un État, mais qui est responsable devant le droit international des crimes commis. C'est des crimes, que ce soit un État, que ce soit une armée régulière ou que ce soit un groupe armé non étatique, tous les belligérants doivent respecter le droit international humanitaire, le droit de la guerre, qui précise qu'il faut épargner les civils à tout prix. Et donc, on pourra poursuivre, enfin les jours venus, il faudra que ces groupes armés rendent des comptes devant la justice internationale, au même titre qu'une armée régulière. Alors, si on va revenir sur la situation internationale juste après, je voudrais juste revenir sur ce que tu nous disais sur ces contentieux que vous ouvrez. C'est votre rôle,
Pourquoi est-ce que c'est l'ONG comme Amnesty qui poursuit ces entreprises? C'est un de nos moyens d'action, parmi beaucoup d'autres. Encore une fois, notre moyen d'action initial, c'était de peser sur les décideurs en s'appuyant, en faisant levier sur l'opinion publique. Et puis, donc, on fait beaucoup de sensibilisation, on fait beaucoup de médias, on fait beaucoup de plaidoyer, on va rencontrer les décideurs, mais on se rend compte que pour que les choses changent vraiment dans un état de droit, il faut s'appuyer sur le droit. Nous, notre travail, c'est on s'appuie sur le droit pour essayer de faire changer les choses. Et c'est un moyen d'action qu'on a ouvert il y a quelques années et que, bon, bien sûr, on ne peut pas poursuivre tout le monde non plus parce que, bon, c'est très compliqué, il faut avoir des avocats de très haut niveau. Mais c'est notre travail. Nous, on vient d'être... On a ouvert un contentieux dernièrement devant le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative en France, pour que cesse ce que nous qualifions de contrôle d'identité discriminatoire envers les jeunes des quartiers. On s'est rendu compte avec d'autres associations, avec la Défenseur des droits, avec la CNCDH, qu'un jeune de type arabe ou de type noir a 20 fois plus de probabilité d'être contrôlé qu'un jeune garçon du même âge qui est blanc. C'est insupportable. C'est du racisme systémique. Et donc nous avons demandé à l'État qu'il change ses pratiques policières, qu'il change ce racisme, qu'il éradique ce racisme systémique au sein de la police. Nous avons le Conseil d'État, alors c'est une demi-défaite. Le Conseil d'État a reconnu qu'il y avait un problème de racisme généralisé dans les procédures de contrôle discriminatoire, c'est une demi-victoire, mais a considéré que ce n'était pas au Conseil d'État de développer des politiques publiques. C'était à l'État, comme si la lutte contre le racisme était une politique publique, alors que ça devrait être justement le travail de fond, le socle du travail de tout gouvernement de lutter contre le racisme. Et donc voilà, c'est une demi-défaite, mais on va continuer. On est en train de réfléchir pour savoir si on va devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que véritablement, on ne peut pas continuer à supporter ces pratiques policières qui sont discriminatoires. Et donc, si on revient maintenant sur la situation internationale, vous publiez régulièrement des rapports ou des enquêtes sur des situations préoccupantes. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la situation mondiale aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'on publie à peu près une centaine de rapports sur les cas de violation massive de droits humains. Les derniers rapports, c'est sur la cybersurveillance, par exemple, où on considère qu'il y a des atteintes. Aujourd'hui, c'est le Far West, dans tout ce qui est numérique et tout ce qui est cybersurveillance, surveillance numérique ciblée ou de masse. On considère que c'est le Far West et on demande un moratoire qui est toute commercialisation de ce genre de logiciel, le logiciel parfois espion tel que Pegasus ou Predator, le temps qu'il y ait une législation internationale qui protège la vie privée, qui protège les libertés publiques. Donc ça, c'est un des rapports que nous avons sortis. Nous avons également sorti dernièrement un rapport sur la situation des femmes afghanes, où on va très très loin en disant qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité, et donc c'est vraiment une action très très forte qui va avoir son pic d'activité pour le 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la journée mondiale contre les violences faites aux femmes, et nous allons focuser, nous Amnesty, cette journée sur la situation des femmes afghanes, qui est insoutenable. C'est véritablement un crime contre l'humanité. Enfin, vous connaissez la situation, plus d'éducation, plus de soins, plus de travail, on ne peut plus se promener, on ne peut plus aller au bain public, on ne peut plus aller dans les jardins publics, on ne peut plus sortir sans être accompagné d'un homme de la famille. C'est vraiment un déni, enfin, c'est vraiment une invisibilisation de la moitié de l'humanité. Donc ça, c'est vraiment un de nos sujets majeurs. Et puis, donc, on sort une centaine de rapports ad hoc, disons, thématiques. Et puis, il y a notre fameux rapport annuel qu'on sort une fois par an, qui brosse la situation des droits humains dans à peu près 156 pays sur les 195 du monde. On n'est pas vraiment une couverture totale, mais enfin, les trois quarts des pays, on a des informations à divulguer. Et l'angle du rapport 2023 qu'on a sorti donc, en mars, c'était le 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire qu'on s'insurge un petit peu, on se dit, la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, l'agression, l'invasion de l'Ukraine par les forces russes nous aura appris plusieurs choses. Elle nous aura appris que quand on veut, on peut réagir rapidement. La CPI, la Cour pénale internationale, a été saisie 8 jours après. L'Union européenne a déclenché une protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens 8 jours après.
il y a eu des résolutions qui ont été prises à l'ONU, il y a eu des décisions qui ont été prises par toutes les instances internationales, y compris par la Cour de justice internationale. Donc, quand on veut, on peut. Mais le deuxième enseignement, c'est ouais, mais à quoi ça sert finalement? Finalement, les Russes, ils sont toujours en Ukraine. À quoi ça sert? Il y a toujours des violations massives des droits humains, il y a toujours des crimes de guerre qui sont perpétrés en Ukraine. Donc, à quoi ça sert? Et c'est là où nous demandons une réforme complète, une réforme importante de l'ONU, avec notamment la réforme du droit de veto, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, dans le Conseil de sécurité de 15 membres, il y en a 5 qui sont des membres permanents et qui ont un droit de veto, donc ils peuvent tout bloquer. Et on se rend compte, il suffit de regarder l'histoire, que ce droit de veto, c'est pas pour garantir la paix dans le monde, ou garantir la dignité humaine dans le monde, c'est simplement pour se protéger, pour couvrir les exactions qui sont commises dans nos zones d'influence. Donc aujourd'hui, le mécanisme onusien, qu'il faut conserver, mais il faut le réformer complètement, parce que sinon, ça ne va pas du tout. Et puis donc ça c'est, voilà, donc on peut réagir rapidement, mais il n'y a pas beaucoup d'impact. Et puis troisièmement, c'est un 2 poids 2 mesures. Je vous parlais tout à l'heure de l'enclenchement de la procédure de protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens, mais on l'avait demandé pour les Irakiens, on l'avait demandé pour les Syriens, on l'avait demandé pour les Afghans, on l'avait demandé pour les Irakiens, et ça n'a jamais été mis en place. Donc il y a un 2 poids 2 mesures. Il y a une sorte de racisme un petit peu international qui fait qu'il y a les bons réfugiés et puis les réfugiés qu'il ne faut pas accueillir. Donc ça, c'est 2 poids 2 mesures. On s'insurge là-dessus, et on s'insurge également sur le fait qu'on parle beaucoup de certains conflits, à juste raison, et c'est légitime, mais il y en a d'autres qui passent complètement sous les radars. On ne parle jamais, ou pas suffisamment, en tout cas les États ne réagissent pas suffisamment, le nôtre en particulier, sur la situation des minorités ouïghours dans l'exil en Chine. Où là, véritablement, c'est un crime contre l'humanité, parce qu'il y a 1 million de personnes qui sont dans des camps de concentration, avec l'arrivage de cerveau, etc., etc. On ne parle jamais des exactions, ou pas suffisamment, des exactions qui sont commises en Arabie Saoudite. Alors pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite, c'est un bon client. C'est un client qui nous achète beaucoup d'armes. Mais c'est quand même ce qui se passe en Arabie Saoudite est quelque chose d'insupportable. Et puis, on ne parle pas beaucoup de conflits complètement oubliés en Éthiopie, en République démocratique du Congo, dans un certain nombre de pays qui n'ont pas beaucoup d'importance géostratégique ou géopolitique, ou dont le sous-sol n'est pas tellement riche. Et donc, on s'insurge contre ce 2 poids 2 mesures, et il faut traiter tous les pays et tous les conflits de la même façon. C'est un peu notre travail, c'était un peu l'angle de la sortie de notre rapport en 2023. Sur sur ces conflits, comment est-ce que le droit peut aider à protéger les civils? Alors il y a un temps pour le conflit, il y a un temps pour la guerre, et il y a un temps pour la justice internationale. Et ce temps pour la justice internationale, c'est un peu frustrant parce que c'est beaucoup de temps. Et il est évident que la Cour pénale internationale, le procureur de la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre Poutine suite aux révélations de déportation d'enfants ukrainiens en Russie. C'est un crime contre l'humanité. Donc la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre Poutine et contre sa ministre des droits de l'enfant. Mais il est évident que tant qu'il n'y aura pas un renversement de régime en Russie, tant que Poutine ne sortira pas des frontières où elle est dans un pays qui n'est pas un pays ami, on ne pourra pas le poursuivre, on ne pourra pas l'envoyer à la haine. Mais peut-être qu'un jour, dans le futur, peut-être qu'un jour il devra rendre des comptes. C'était le cas de Milosevic, c'était le cas de Pinochet, c'était le cas d'un certain nombre de dictateurs sanglants, Issa Labré, qui longtemps après ont été poursuivis devant la justice internationale et ont été obligés de rendre des comptes. Et c'est très très important pour les victimes que les crimes qu'ils ont eu à supporter ou leurs proches ne restent pas impunis. Donc c'est un peu ça. La justice internationale, il n'y a pas de police internationale. Donc la justice internationale est très longue, mais c'est quand même extrêmement important qu'il n'y ait pas d'impunité, qu'on lutte contre l'impunité pour que les auteurs présumés des crimes majeurs, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou les crimes de génocide soient punis un jour ou l'autre. Chez Lio, nous on est assez convaincus que l'action collective permet de bouger les lignes. C'est un peu ce que tu racontes depuis tout à l'heure. C'est grâce à l'action collective que vous arrivez à faire respecter le droit. On essaye. Que vous essayez. Mais moi j'aime beaucoup ton histoire. On l'a eu en podcast. D'ailleurs le podcast s'appelle Agir rend heureux. C'est le podcast de Lio. Je vous invite à aller l'écouter. C'est le dernier épisode. Et tu nous as beaucoup parlé des combats qui te tiennent à cœur.
des victoires qui te tiennent à cœur. Est-ce que tu peux nous parler d'un succès, d'une réussite de Amnesty International au cours de ta carrière qui t'a marqué? On a beaucoup de défaites et quelques victoires, mais c'est vrai que travailler sur les droits humains, c'est souvent ingrat, hein, on a souvent beaucoup de désillusions. Ce qu'on peut dire à Amnesty International, c'est qu'on a quand même, depuis le début, on a quand même permis la libération de dizaines de milliers de prisonniers d'opinion. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Sur le premier semestre 2023, les grandes victoires concernent, disons, les droits des personnes LGBTI. Hein. Sur le premier semestre 2023, c'est la reconnaissance du mariage pour des personnes de même sexe à Taïwan et en Corée du Sud. C'est important. Ce sont des victoires qui sont importantes. Sur le droit des femmes, il y a aussi une notion de consentement dans la législation suisse, où il ne suffit pas de dire non, si on n'a pas dit oui, c'est pas un consentement. Et ça, on aimerait que ça ait été modifié dans la législation suisse, il faudrait que ça soit modifié dans la législation française et dans d'autres législations, pour le respect, véritablement pour que la notion de consentement soit indiscutable et soit vraiment factuelle. On a également l'abolition pour la peine de mort, par exemple au Ghana, attendez, il faut que je prenne mon papier. La peine de mort en Malaisie aussi, et au Ghana. Donc on arrive, il y a de plus en plus de pays qui abolissent la peine de mort. Alors c'est une victoire. Sur les dernières années, ce sont des victoires. Il y a à peu près les 3/4 des pays qui sont abolitionnistes en fait ou en droit. Mais malheureusement, le nombre d'exécutions, on n'a pas les chiffres. Et on suppute qu'ils ne sont pas en réduction. Parce que le pays qui exécute le plus pour des causes très anodines, c'est par exemple la Chine, et la Chine refuse de communiquer les chiffres. Mais c'est vraisemblablement plusieurs milliers. Donc tant qu'on n'aura pas les chiffres de la Chine et du Vietnam, on ne pourra pas dire que la victoire est complète, parce que certes, il y a de plus en plus de pays qui sont abolitionnistes, mais en nombre de personnes exécutées, on ne connaît pas les chiffres, on n'est pas sûr que ça soit en réduction. Et puis il y a la peine de mort, et puis il y a la législation aussi. Aux États-Unis, notamment, il y a 2 États qui sont plus sévères pour les ventes d'armes à des particuliers qui demandent des casiers judiciaires. Donc là aussi, ça avance un petit peu. Et puis il y a les droits climatiques, les droits climat sain. Véritablement, maintenant, ça commence à avancer dans de plus en plus de législation nationale. Donc c'est un mouvement qui va être long, mais de plus en plus, maintenant, on commence à se préoccuper de l'impact du changement climatique sur les droits humains. Puis il y a eu beaucoup de libération. Voilà un peu les grandes victoires de cette année. C'est surtout le droit des femmes, le droit des personnes LGBTI et le droit et la peine de mort qu'on peut revendiquer comme victoire, mais sachant qu'une victoire n'est jamais acquise définitivement, quoi. On était très contents sur les évolutions, sur le droit à l'avortement, et on se rend compte que si on n'est pas vigilant, eh ben, ce droit qu'on croyait écrit dans le marbre, qu'on croyait définitivement acquis, eh ben, finalement en Pologne ou en Hongrie, il est annulé petit à petit, il est restreint de plus en plus. Donc non seulement c'est compliqué d'obtenir des victoires en matière de droits humains, mais ces victoires elles ne sont jamais définitivement acquises. Il faut toujours être vigilant, il faut toujours se battre pour les garder en effectif, quoi. Je me souviens qu'on s'est rencontrés la première fois, je pense que tu avais dit, mais toutes ces horreurs que tu vois tout le temps, sur lesquelles vous ne fermez pas les yeux, comment est-ce que tu vis ça au quotidien? Et pour contrebalancer, je dirais, est-ce que tu peux nous raconter quand même un truc sur lequel tu t'es dit, ça fait chaud au cœur? Oui, c'est vrai que des fois on est touché. C'est vrai qu'on côtoie les horreurs, mais on n'est pas en première ligne non plus. Hein. Nos chercheurs sont eux en première ligne. J'ai notamment une chercheuse qui est connue, hein, qui s'appelle Donatella Rovera. Elle est toujours dans les situations de conflit. Vraiment, c'est compliqué. Sa vie est très compliquée parce qu'elle est au plus près de l'horreur. Et puis côtoyer des victimes indirectement, c'est quelque chose qui est très très dur. Nous, on est quand même en deuxième on est un peu en arrière, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'on est confronté. Et puis il y a des sujets qui nous touchent plus que d'autres. Moi, personnellement, 20 000 morts en Méditerranée au cours des dernières années, moi, ça me touche particulièrement, quoi. Et puis qu'on signe que les États, que la France et les pays de l'Union européenne signent des
des accords avec la Tunisie ou avec la Libye pour refouler les migrants dans ces pays qui ne respectent pas les droits humains. On a vu en Tunisie qu'il y avait 1500 personnes qui étaient mises dans des camions et qui ont été lâchées dans le désert, sans eau, sans alimentation. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui me touche. Et quand on renvoie des gens en Libye, où on sait ce qui se passe en Libye, dans les camps de migrants, c'est la prostitution forcée, c'est le travail forcé, c'est des esclaves qu'on se revend, c'est la torture, c'est le mauvais traitement, c'est des personnes qui sont affamées, mais je trouve que c'est indigne. Enfin, on peut pas supporter, c'est indigne de nous, quoi. Ça me touche vraiment, et puis la situation en Afghanistan me touche vraiment, et puis depuis le 7 octobre, alors on était déjà sur très très sensibilisé sur la situation en apartheid, la situation d'apartheid en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, et depuis le 7 octobre, on est vraiment effaré, quoi. Enfin, c'est effarant ce qui se passe. Donc ça, c'est des sujets qui sont il faut prendre un peu de recul, parce que sinon c'est vrai que ça peut, voilà. Il y a des militants, enfin il y a des aides psychologiques parfois pour les salariés ou pour les militants qui sont plus proches des horreurs pour les aider, parce que c'est vrai, c'est parfois compliqué. Et puis moi, là, mon plus beau souvenir, c'est une sorte de colloque à Conques. Alors je ne sais pas si Conques, c'est un village du Lot, je crois. Il y a une cathédrale, il y a une communauté religieuse qui accueille des réfugiés et qui les remet, qui les soigne sur le plan psychologique, etc. Ces gens ont souffert les pires atrocités en traversant le Sahara, en Libye, comme je disais, en traversant la Méditerranée. Et une sorte de colloque, on est invité, donc on y va, et puis on sympathise avec une personne de l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'organisme qui, de première instance, qui dit si une personne a droit ou pas à un statut de réfugié. Si une personne a droit en fonction de son histoire, en fonction de ce qu'elle a vécu, en fonction des persécutions qu'elle a endurées, selon des contraintes très 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 précises, si cette personne peut obtenir une protection de la France ou pas. Et puis on sympathise avec ce monsieur de l'OFPRA, et parallèlement, on apprend par la bande, par des militants de terrain, qu'une femme a obtenu ce statut de réfugié, une femme érythréenne a obtenu le statut de réfugié pour elle et sa famille, et qu'elle a appris que son mari n'était pas mort, et que son mari était dans un camp en Éthiopie. Et on ne savait pas, elle dit, il faut faire rapatrier mon mari est toujours vivant, on croyait qu'il était mort, il est toujours vivant, il faut le rapatrier. Et c'était très très compliqué, parce qu'il faut que d'un côté comme de l'autre, il fallait prouver que c'était bien son mari. Alors que ces gens-là ont fui en laissant leurs papiers, ils n'ont plus de passeport, ils n'ont plus d'extrait de naissance, c'était très très compliqué. Et officiellement, le gouvernement français, non, s'il n'y a pas de papier, il faut qu'ils prouvent qu'ils sont mariés, qu'ils ont des enfants ensemble, c'est très très compliqué. Et grâce à ce monsieur avec lequel nous avons sympathisé, ça a duré 1 an, et bien on a eu des preuves que cette personne existait bien, était toujours vivante dans un camp de réfugiés, et au bout d'1 an, sans bruit, sans que ça se sache, les autorités françaises, et dont ce monsieur était à l'origine, avaient rapatrié le monsieur qui pu retrouver sa famille et obtenir son statut de réfugié en France. Et on était vraiment très contents. C'était vraiment... parce qu'on le harcelait, le monsieur. Hein. On l'appelait toutes les semaines en disant « Ah, ça va où ? Oui, je m'en occupe, mais vous savez, c'est très long, on peut pas. » Et puis un jour, le monsieur est arrivé, c'était vraiment très, très... On était contents. De même que lorsqu'on a obtenu la libération de Rami Chat, qui est un Égyptien qui avait fait 900 jours de prison dans des conditions indignes, et quand on l'a accueilli avec d'autres à Roissy, vraiment, on a les poils qui se hérissent, quoi. On est contents, quoi. Malheureusement, ça n'arrive pas tous les jours. C'est une fin joyeuse. C'est l'heure, c'est bientôt l'heure. Alors, on va laisser le micro au public, on va pouvoir prendre 2 ou 3 questions très rapidement. Et juste avant, j'aimerais vous rappeler que vous avez 3 manières de vous engager auprès d'Amnesty International. La première, c'est de vous engager et de vous inscrire en tant qu'adhérent. Donc, vos dons vous permettent de soutenir l'action d'Amnesty International. Vous pouvez aussi prendre part ponctuellement aux actions qu'ils mènent, que ce soit en envoyant du courrier à vos élus pour leur expliquer ce qui ne va pas. Donc il y a des actions qui sont expliquées, donc vous pouvez suivre la procédure pas à pas, c'est très simple. Et il y a aussi des cours en ligne que vous pouvez suivre pour vous tenir au courant, pour vous informer, pour vous former sur ce qui se passe dans le monde.
en lisant les enquêtes et les explications très bien faites par Jean-Claude. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé des prisonniers qu'il fallait leur écrire et tout ça. Moi, je voulais savoir pratiquement, dans la pratique, comment on fait déjà pour trouver leurs adresses. Elles sont rarement communiquées. Si on voit quelque chose dans la presse et qu'on a envie de nous aussi nous engager et à donner notre part au combat, comment on trouve les adresses? Les adresses des prisonniers, voilà. Alors, il y a deux façons de travailler. Il y a les actions urgentes, c'est-à-dire vous faites partie d'un réseau et il y a un réseau sur WebAppel, c'est-à-dire sur votre smartphone, on vous alerte, on vous envoie une alerte. Ce monsieur est en danger de mort, il faut écrire maximum d'ici 8 jours pour envoyer aux autorités. Donc il faut passer sur le site amnesty.fr, militez avec nous et ça vous sera expliqué. Vous ferez partie d'un réseau Action Urgente et vous serez sollicité régulièrement pour défendre un cas en particulier. Et ça, ce sont des cas ponctuels. Et puis, il y a la deuxième forme pour s'occuper d'une personne, c'est de faire partie d'un réseau dossiers d'intervention, c'est-à-dire qu'on a 26 dossiers d'intervention aujourd'hui à Amnesty France, où on travaille sur des cas particuliers sur la longue durée. Donc là aussi, vous allez sur, je vous laisserai ma carte si vous voulez, vous allez sur le site, vous faites partie du réseau dossier d'intervention et vous travaillez sur un dossier en particulier et régulièrement vous êtes sollicité pour envoyer des courriers aux autorités politiques, à la famille du prisonnier ou au prisonnier lui-même, selon les circonstances, selon ses conditions d'incarcération. Donc il faut passer par Amnesty France, mais je vous laisserai ma carte. Bonjour. Ça marche? Merci pour votre présentation. Donc, je suis juriste, Mara Dalida, je suis juriste en droit international. Mais plus près le micro. Ça marche? Ah, c'est bon. Donc, je suis juriste en droit international. Alors, je suis Mara Dalida, je suis juriste en droit international, aussi doctorante à l'Université d'Ariane. Je travaille sur ce sujet de droit international. Je souhaite savoir si Amnesty International va participer, ou déposer à la CPI, parce que le procureur également, le procureur international, ICC, a demandé que toutes les organisations, toutes les personnes qui tiennent des rapports, des actions de droits humains en Israël, en Palestine, après les situations gravissimes qui se passent, est-ce que vous, concrètement, vous allez participer à déposer des dossiers? Alors, la Cour pénale internationale se base souvent sur les rapports de Human Rights Watch ou d'Amnesty International pour mener ses enquêtes. C'est une des spécificités de la Cour pénale internationale. On sait que la Cour pénale internationale mène une enquête depuis 2021 sur la Cisjordanie, enfin pas en Israël mais sur les territoires palestiniens occupés. Et là, nous cessons depuis ces derniers temps de les alerter, de faire pression pour que leur rapport, d'une part, tourne autour du concept d'apartheid ou pas, c'est-à-dire qu'il s'exprime que la Cour pénale internationale s'exprime clairement pour dire s'il y a une situation d'apartheid ou pas dans les territoires palestiniens occupés et intègre les derniers événements, les dernières atrocités dans leur rapport. Donc nous travaillons effectivement avec la Cour pénale internationale, nous travaillons également avec la Cour pénale internationale pour ce qui se passe en Ukraine et toutes les preuves authentifiées que nous pouvons leur remettre, elles sont à leur disposition et on travaille effectivement avec eux. Et si. Et voilà. Absolument, j'ai lu votre rapport dernièrement et ils sont très bien de comprendre qu'il y a donc en Palestine, il n'y a pas que Gaza, il y a aussi la Cisjordanie. Oui. Donc, ce qui se passe aussi en Cisjordanie actuellement, il n'y a pas de Hamas. C'est très grave. Parce que juste au mois d'octobre, il y a plus de 75 personnes tuées. Et juste en mois d'août, il y a eu 37 enfants tués. Donc il faut bien, je vous remercie d'ailleurs pour tout le travail que vous faites, et je suis déjà membre de l'Amnesty International, mais je voulais juste avoir vraiment la confirmation que vous avez participé dernièrement à l'appel du procureur vers la CICI. Merci.
Bonjour, merci beaucoup pour votre travail. C'était ce que vous avez dit sur le 2 poids 2 mesures qu'on vit en ce moment. Et je voulais savoir ce que vous aviez, si vous pouvez faire un petit résumé de ce que vous avez fait ou pas, je sais pas, sur la question de l'Arménie et de l'Artsakh avec l'Azerbaïdjan récemment, qui est un peu. Qui s'est passé en fait très rapidement et on a eu justement assez peu de nouvelles en France. Il faut être clair, il faut être transparent. Nous n'avons pas fait assez de l'Amnesty International sur la situation du Haut-Karabakh. Très clairement, on a fait des communiqués de presse, on a fait des rapports, mais on n'a pas fait une action massive sur ce qui se passait dans le Haut-Karabakh depuis les 2 ans du blocus du corridor de la Chine. On n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu faire. Il faut choisir des priorités. Ça n'a pas été une priorité retenue par notre mouvement. On peut le regretter. On ne peut pas être sur tous les fronts, si on peut dire, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas tellement occupé de Haut-Karabakh et il faut reconnaître nos insuffisances. Merci. Non, c'est juste comment vous pourriez qualifier vos relations avec le gouvernement actuel, le gouvernement Macron? Alors, pour être transparent, on a plutôt de bonnes relations avec le ministère des Affaires étrangères et plutôt de très mauvaises relations avec le ministère de l'Intérieur. Donc, on travaille vraiment avec le ministère des Affaires étrangères. Vraiment, on a franchi une étape cette année. Le ministère des Affaires étrangères a donné ordre au corps diplomatique français de se rapprocher de la société civile. Et c'est ainsi qu'ils organisent des rencontres avec Amnesty International pour tous les nouveaux ambassadeurs, enfin pour tous les ambassadeurs qui sont nouvellement affectés dans un nouveau pays. Et ça, c'est quelque chose de très, très important pour nous, puisqu'on a rencontré celui d'Inde, celui de Tunisie, du Salvador, et puis un autre, et puis d'Israël, justement, avec le consul général de Jérusalem en plus, et on leur a expliqué notre point de vue sur la situation des droits humains dans leur nouveau pays d'affectation. Donc c'est quelque chose de très, très bien. Par contre, avec le ministère de l'Intérieur, de très mauvaises relations. On a essayé de faire du plaidoyer sur le pacte asile-immigration au niveau européen, donc qui est géré pour la France par le ministère de l'Intérieur, fin de non-recevoir. Ça va être sans doute très très compliqué pour faire valoir nos positions sur le prochain projet de loi asile-immigration. Ça va être très très compliqué. Ça a été très très compliqué. On a rencontré le préfet Nunez, le préfet de Paris, pour les violences policières lors des manifestations contre la réforme des retraites. Là aussi, c'est une fin de non-recevoir. On ne peut pas faire autrement, il faut qu'on maintienne là. Enfin, c'est vraiment un discours de sourd. On ne peut pas faire passer d'idées. Donc, très bien avec le ministre. Assez bien, disons, avec le ministère des Affaires étrangères, mais très très mal avec le ministère de l'Intérieur. Des interdictions de manifester. Hier soir, il y a une interdiction de faire une conférence sur justement la situation en Israël et à Gaza. Donc, des entraves à la liberté de manifester, des entraves à la liberté d'expression, des entraves à la liberté d'association. Nous, on n'a pas de subvention de l'État. Nous, notre financement, c'est seulement l'argent des membres qui cotisent. Mais la LDH, par exemple, qui a quelques subventions d'État, ces subventions ont été remises en cause suite à leur rapport sur les événements de cette solide. Donc on est vraiment dans un monde où la liberté d'expression est grignotée petit à petit et il faut vraiment qu'on soit vigilant, y compris en France. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. L'action citoyenne, elle est dans l'ADN d'Amnesty et voilà, merci d'avoir pris ce temps de partager avec ta générosité et ta transparence comme d'habitude. Merci à Arte et France Culture de nous avoir donné l'opportunité de faire cette table ronde, d'inviter. J'espère qu'à tous que ça vous a plu. Merci aussi d'avoir été là, d'avoir consacré ce petit moment en ce samedi 20 décembre. À bientôt. Merci pour votre attention.